Un exemple de monarque éclairé, correspondant de Voltaire. Selon Kliouchevski, elle occupe une place de choix parmi les écrivains du XVIIIe siècle. Selon Pouchkine, l'impératrice dépravée a corrompu la Russie. Auteur de mémoires exceptionnelles, dramaturge médiocre, poète lamentable, femme de relations publiques inspirée et monument immortel de l'histoire russe. Tout cela, c'est Catherine II, un génie impétueux sur le trône impérial. Bonjour, c'est le cycle Le Complot des classiques. Aujourd'hui, de manière très inattendue pour beaucoup de nos auditeurs, au moins pour moi, nous parlons de Catherine le Grande, et surtout en tant qu'écrivain. Dans ce cas, on peut se passer d'autres facettes de son talent, mais rappelons d'abord ses années de vie. 1729-1796. Elle vécut 67 ans. Et elle monta sur le trône de l'Empire russe en 1762 à l'âge de 33 ans. Un génie impétueux sur le trône impérial. C'est ainsi que Soumarokov l'a décrit dans le livre « Les traits de Catherine la Grande ». Et c'est ainsi que vous avez appelé le programme d'aujourd'hui. Oui, c'est ce que Soumarokov a écrit à propos de Catherine la Grande. Et aujourd'hui, nous voguons sur notre yacht d'histoire et de grande littérature, et nous devons tout de suite dire que nous ne nous fixons aucun objectif, sauf pour comment qualifier Catherine II d'écrivain. Je pense que l'œuvre principale qu'elle a créée est la Russie où nous vivons. Je crois que sa gouvernance est le sommet de l'idéologie de l'autocratie russe, sachant que par la suite, l'époque tsariste s'est dégradée. En revanche, ce siècle fut merveilleux, incroyable, et aujourd'hui nous sommes confrontés à une tâche difficile. Comprendre, au milieu de tous ces exploits et victoires, sa chance incroyable en Pologne, en Crimée et au Caucase. En ce qui concerne ses réalisations dans le domaine de l'éducation, c'est l'Institut Smolny. C'est là le siège de la littérature, avec toutes les opinions et leurs contraires. Alors aujourd'hui, nous essayons de comprendre. J'ai une question en retour. De nombreux hommes politiques tiennent des journaux, et ce sont souvent les notes les plus intéressantes. Mais nous ne les considérons pas tous comme de grands écrivains, et même comme tout simplement des écrivains. Pourquoi donc appelons-nous Catherine la Grande un écrivain? Le fait est que elle a abordé la littérature de deux façons. Tout d'abord, elle a voulu la diriger, et en tant que véritable éditrice, elle a inventé une nouvelle forme littéraire. Elle a trouvé comment la publier, et s'est entourée d'un certain nombre de personnes qui l'ont aidée. Puis elle est entrée elle-même dans l'histoire en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'elle était une vraie éducatrice? Une personne de cette époque? Dans ce sens, oui, elle était vraiment une éducatrice. Beaucoup de gens exigent des monarques le maximum. Ils disent « faites du bonheur sur la terre ». Mais cela n'a même pas été créé par Jésus-Christ. Il est donc difficile d'exiger cela d'une pauvre noble prussienne. Mais pour vous dire la vérité, ces notes, ces mémoires sont incroyablement bonnes. C'est vrai, je les lis avec plaisir. Pourquoi sont-elles remarquables? Elles sont exhaustives. Autrement dit, tout pourrait être décrit de manière plus sèche, informative et sobre, en poursuivant en même temps certains objectifs politiques. Mais là, vous pouvez voir qu'elle se délecte de ces notes. Ce n'est pas du narcissisme, c'est de l'amour pour la littérature. Et elle se donnait au verbe mieux qu'elle ne se livrait à ses amants, ce que tout le monde sait maintenant. Et ils en parlent tellement. La littérature était son amant, ou sa maîtresse, en supposant qu'il s'agit de l'amour du même sexe. L'essentiel est que dans ses notes,
elle se consacre entièrement à la littérature. Et bien évidemment, elle triche en disant que la littérature est juste amusante, un passe-temps. Rappelons-nous l'historien Vassili Kluchevski. Il la considère comme une véritable écrivaine et c'est une opinion faisant autorité. Dans ses mémoires, divers intérêts et engouements de ses pensées excitées se reflétaient. Allemande de naissance, française par sa langue préférée et son éducation, elle occupe une place de choix parmi les écrivains du XVIIIe siècle. Elle avait deux passions qui, au fil des années, se sont transformées en habitudes ou en routine quotidienne, la lecture et l'écriture. Dans sa vie, elle a lu un grand nombre de livres. Elle a avoué ne pas comprendre comment passer une journée sans barbouiller au moins une feuille de papier. Et Catherine elle-même a fait des déclarations sur son travail littéraire, et voilà en quoi consiste cette attitude. Je considère mes propres notes comme des bibelots sans valeur. J'écrivais sous des formes différentes, et tout ce que j'écrivais me paraît médiocre. C'est pourquoi je n'y attachais aucune importance, car il ne servait qu'à m'amuser. Je veux dire que quand elle parle du divertissement, cela lui fait honneur. En général, un écrivain ne peut être qualifié d'écrivain que lorsqu'il dit « Je suis un écrivain non professionnel ». Il se trouve que je suis devenu écrivain. Et celui qui dit « Je travaillais mon style depuis l'enfance », le réécrivit 10 fois. Maintenant, une petite pause. Je me souviens avoir parlé à Veniamin Kaverin, également un grand homme de littérature, et il m'a dit « J'ai réécrit le roman Deux capitaines 20 fois. » Impressionnant. Oui. Et vous, Victor, est-ce que vous réécrivez ? Je le regarde avec des yeux bleus, ce que je n'ai pas, et je lui dis « Veniamin Alexandrovitch, je ne réécris pas du tout. » Là, ce sont deux approches différentes dans la littérature, et nous devons garder à l'esprit que les deux sont formidables. Pourtant, l'admiration de Catherine pour la littérature vaut vraiment la peine, et je voudrais ajouter que cela, bien sûr, l'a fait immédiatement se distinguer. Et encore un point technique. Vous savez, ces gens qui écrivent à ce sujet, bons ou mauvais, n'ont pas le sens intérieur du mot. Autrement dit, ils comprennent l'utilité de la littérature pour elle-même et comprennent qu'elle fait la promotion, même chez Pouchkine. Mais c'est un peu ça aussi. Et les relations publiques également ? Certainement. Et Pouchkine, qui, bien sûr, était un génie pour deviner qui est doué et qui ne l'est pas, la détestait trop, tout simplement pour être objectif. Je peux dire modestement, tranquillement, que du point de vue de mon ressenti du texte, elle a été absolument formidable dans ses mémoires, et dans ses lettres à Voltaire, et à Diderot aussi. Permettez-moi de vous rappeler que notre héroïne d'aujourd'hui est l'impératrice Catherine la Grande, qui était également écrivain. La première question qui se pose est dans quelle langue a-t-elle écrit ? Une Allemande qui a déménagé en Russie n'écrivait clairement pas en russe ? Elle a écrit en russe, mais la principale langue de communication avec les philosophes français reste le français. Et ses mémoires sont écrites en français. On peut même le remarquer dans cette traduction où, d'ailleurs, il n'est même pas indiqué qui l'a traduit en russe et quand, mais les constructions de la traduction du français vers le russe y sont devinables. En fait, le français est une langue absolument magnifique. Mais pourquoi est-elle magnifique ? C'est très important pour les mémoires et les essais. Je dirais que c'est la langue de cette littérature de fait. Voulez-vous dire que c'est un langage fantastique en général et spécifiquement chez elle ? Non, en général.
Mais elle s'adapte bien pour décrire un autre pays et une autre culture, et au-delà, pour décrire certaines embûches de la vie. Quelque chose qui est enraciné profondément quelque part. Et si vous l'écrivez brusquement, de manière vulgaire, alors vous obtiendrez la laideur de la vie. L'époque d'Élisabeth est décrite d'une part de manière très critique, mais d'autre part fascinante. On entre donc dans un monde qui, d'un côté, est critiqué par Catherine, mais de l'autre, on entre dans un monde, sinon d'idiotie, c'est probablement trop fort, mais aussi de démence de Pierre III, un homme qui aimait jouer aux soldats et aux marionnettes à l'âge adulte. Vous êtes choqués et en même temps, une très belle image est créée. L'adultère semble être un sujet très poignant et délicat, et pourtant, il est traité de manière très élégante. Elle écrit calmement sur beaucoup de choses, et c'est surprenant. Et il est facile d'écrire au XVIIIe siècle sur des sujets qui intéressent la plupart des gens, les hommes politiques, les hommes de la culture et l'élite. Elle est très libre et naturelle dans ses mémoires. Je vais partager mes impressions. Lorsque j'ai pris ces mémoires pour me préparer à notre programme, je m'attendais à une histoire calme, modérément ennuyeuse, mais je savais que je devais les lire. Et à quel point j'ai été surprise quand, après quelques pages, j'étais déjà emportée par cette lecture. La description de la vie, la routine, les choses dont nous aimons parler, la culture de la vie de tous les jours, tout est si joliment décrit dans ce texte. Oui, c'est vrai. Et parfois elle écrit très franchement sur sa relation avec Pierre, et c'est parfois surprenant. Écoutons l'un des épisodes. Il s'agit d'une situation qui s'est passée avant la célébration du mariage, lorsqu'elle est tombée malade. Le grand-duc a fait preuve d'une grande attention envers moi pendant ma maladie. Lorsque j'ai commencé à me sentir mieux, son attitude restait inchangée envers moi. Apparemment, je lui plaisais. Je ne peux pas dire que je l'aimais ou que je ne l'aimais pas. Je ne savais qu'obéir. L'affaire de ma mère était de me faire épouser. Mais en vérité, je pense que j'ai mieux aimé la couronne russe que sa personnalité. Nous n'avons jamais parlé un langage d'amour entre nous. Ce n'était pas à moi de commencer cette conversation, ma modestie me l'aurait interdit, et même si j'avais éprouvé de la tendresse, il y avait assez d'orgueil inné dans mon âme pour m'empêcher de faire le premier pas. Quant à lui, il n'y avait pas pensé, et cela, à vrai dire, ne me disposait pas vraiment en sa faveur. Les filles, aussi bien élevées soient-elles, aiment la tendresse et les mots doux, surtout de la part de ceux qu'elles peuvent entendre sans rougir. Nous ne pouvons pas non plus écarter le fait que dans ses mémoires, elle crée l'image dont elle a besoin, et c'est prenant. En langage moderne, elle était une excellente personne de relations publiques. Comment est-il possible de séparer la vérité de l'embellissement ? Peut-être, c'est pour cela qu'elle est devenue l'impératrice de Russie. La manière de créer ses mémoires, son discours et son image, qui est complètement inséparable. Ce qui est apporté par la nature, par le talent de l'écrivain, et ce qui est issu du talent d'un politicien. Et cela me frappe aussi. Bien sûr, il y a des choses qui sont très drôles à lire, et je peux comprendre que Pouchkine ait été irritée lorsqu'elle a dit à Voltaire que l'homme russe était l'homme le plus heureux du monde, et que chaque homme a du poulet, et qu'en général, le moment est venu où il préfère la dinde au poulet. C'est-à-dire l'État-providence. Oui, c'est l'État-providence. Et Pouchkine explosa. Puisque nous avons commencé à parler de Pouchkine, et nous nous souvenons toujours de lui, surtout dans nos dernières émissions, comment évalue-t-il son œuvre littéraire ?
Il avait une grande patience pour tous, sauf pour Catherine, avec qui il était terriblement impatient. D'abord, à 22 ans, étant à Chisinau, Pouchkine écrivit des essais plutôt négatifs à son propos. Et dans ces essais, elle apparaît simplement comme une hypocrite. En général, il faut dire que l'hypocrisie est un accompagnement de chaque politicien. En effet, si le plat principal reste les intérêts nationaux, l'hypocrisie n'est que les pommes de terre ou les pâtes. Mais il faut être naïf pour penser qu'un homme politique peut exister sans hypocrisie. D'un autre côté, Pouchkine n'a même pas eu le désir de la comprendre. Mais il figure même dans La fille du capitaine. Là, elle est merveilleuse. Cependant, dans le poème qu'il a laissé inachevé en 1824, il l'a décrit d'une manière pouchkinienne et très sarcastique. Pouchkine voit un comportement dégoûtant dans les relations avec les philosophes de son siècle. La voix de Voltaire, séduit, ne sauvera pas sa glorieuse mémoire de la malédiction de la Russie. L'impératrice dépravée a corrompu son état. En 1824, elle a écrit des poèmes peu flatteurs sur elle. Nous avons parlé de La fille du capitaine. Dans ce roman, il la montre complètement différente. Comment c'est arrivé? Tout d'abord, Pouchkine avait déjà grandi. Il était devenu un Pouchkine mûr, adulte. Mûr pour comprendre Catherine? Oui, apparemment. Pour le sujet de La fille du capitaine, il manquait une image aussi brillante d'un sauveur ou d'une salvatrice. Et voilà qu'elle apparaît. Et en effet, elle est décrite de manière absolument magnifique. Je ne dirais pas qu'elle est décrite dans l'esprit du romantisme, du classicisme ou du réalisme. Elle est décrite dans le style de Pouchkine, dans un pur ravissement. Elle finit par être la salvatrice de toute l'œuvre. Vous voyez, Pouchkine a également raison de dire que d'une part, elle aimait les Lumières et était en correspondance avec Voltaire. Et d'autre part, elle a exilé Raditchev en Sibérie et elle a été très stricte avec Novikov, un grand éditeur. Comment a réussi-t-elle à combiner tout cela? La combinaison d'un populiste et d'un monarque. Et si nous parlons du complot des classiques, nous devons dire qu'en sa personne se trouvait encore un complot d'une Catherine contre une autre. Parce que d'un côté, on exigeait la satire. Elle avait besoin de la satire. Elle a compris que les Lumières, sans satire, n'existaient pas. D'un autre côté, elle avait les yeux grands ouverts et elle voyait qu'il y avait une révolution en France et que c'était une révolution qui faisait couler beaucoup de sang. Et cela se passait dans le pays de la patrie des Lumières, de l'encyclopédie, de nous tous. Et était-elle effrayée? J'ai toujours eu peur du mot « effrayée ». Elle était simplement une femme sage et intelligente. Mais vous ne pouvez pas non plus la condamner. Et maintenant, l'opinion publique sur la Révolution française n'est pas entièrement positive. Robespierre n'est pas aimé en France. Il n'y a pas de rue qui porte le nom de Robespierre. L'impératrice commence à chercher des étincelles de révolution en Russie. Et elle trouve une étincelle chez Raditchev. Il y avait chez lui une étincelle, c'est sûr. Et nous en avons déjà parlé et l'avons pris comme une figure révolutionnaire. Quant à Novikov, Catherine II eut une relation littéraire compliquée avec lui. Certains pensent même qu'il écrivit un texte pour elle. Mais d'un autre côté, c'était incroyablement cruel. Elle l'envoya à la casemate et il y resta pendant des années. Il s'agit de la personne qui, dans notre esprit, représente l'image culturelle des Lumières russes. Je pense qu'elle avait vraiment peur. Pour dire les choses simplement, elle avait peur de mordre la main qui la nourrissait, de couper la branche sur laquelle elle était assise. Quelque chose s'est passé ici. Elle n'était probablement plus
de la première jeunesse. Et elle était probablement en train de changer aussi. Oui, la société changeait avec elle, mais ça ne la rendait pas jolie. Ça la rendait peu recommandable. Et n'oublions pas que cela s'est passé après la terrible guerre de Pougatchev, au cours de laquelle celui-ci a pendu un grand nombre de nobles qui traînaient dans tout le sud-est de la Russie. Donc il y a probablement eu une sorte de vengeance pour cela. Messieurs, vous exigez la liberté, mais regardez à quoi cela pourrait mener. Provoquer une révolte. Dans l'un de nos précédents programmes sur la littérature du XVIIIe siècle, nous avons déjà émis cette idée, et je l'ai beaucoup aimée. Que si Pierre le Grand a construit Saint-Pétersbourg sur un marécage, Catherine, quant à elle, a construit une société éclairée sur un marécage d'ignorance russe. Est-ce vraiment le cas ? Comme une métaphore, comme une image, oui. Je pense qu'avant Catherine, il y avait une sorte de construction de société qui avait été lancée par Pierre le Grand. Mais Catherine a transformé ce mythe en une réalité à laquelle nous croyons. Et elle a été crue non seulement par nous, mais aussi par des étrangers. Ici, par exemple, l'ambassadeur français, Philippe Paul de Ségur, a écrit des choses assez intéressantes sur son époque parce qu'il était impressionné par ce qu'elle avait fait. Avant elle, Saint-Pétersbourg, construite dans les limites du froid et de la glace, était restée presque inaperçue et semblait se trouver en Asie. Sous son règne, la Russie est devenue une puissance européenne. Saint-Pétersbourg occupait une place de choix parmi les capitales du monde cultivé, et le trône royal s'élevait au rang des trônes les plus puissants et les plus importants. Ce n'est pas un secret qu'elle a correspondu avec Voltaire et échangé avec Diderot. Et c'est ainsi qu'elle est entrée dans l'histoire. À propos, Aksenov a écrit un roman intitulé Voltaire et les Voltairiens, consacré à une rencontre imaginaire avec Voltaire. Je pense que nous y reviendrons dans nos prochaines émissions. Bien sûr. Mais quelqu'un lui a reproché que cette relation n'était pas très sincère. Elle a financé à la fois Diderot et Voltaire, elle a racheté leur bibliothèque quand ils avaient quelques difficultés financières, elle les a aidés autant qu'elle le pouvait, mais dans quelle mesure ce dialogue était-il intéressant pour les deux parties ? Apparemment, il y avait des intérêts personnels des deux côtés et un énorme intérêt désintéressé. Un intérêt qui n'est que personnel envers l'interlocuteur. Le fait est que Voltaire était le philosophe numéro 1 de l'époque. C'était à la fois un dissident et un esprit brillant. Et probablement que chaque Européen instruit savait qui était Voltaire. Et entamer une conversation avec lui, entamer une correspondance avec lui, ce n'est pas seulement s'adresser aux philosophes, c'est aussi s'adresser à l'opinion publique mondiale. Et comment cela a-t-il pu être possible ? Comment a commencé tout cela ? L'idée était de faire entrer la Russie dans le giron des monarchies éclairées et pour ce faire, il fallait obtenir un certain soutien. Et systématiquement, non seulement Voltaire et Diderot, mais aussi d'autres philosophes ont été impliqués. En ce sens, Catherine était comme une cueilleuse de baies. Avec Voltaire, elle a tenu longtemps. Elle était flattée, et lui aussi. Deux égaux se sont rencontrés ici. Mais Diderot l'avait déjà agacée. Il exigeait qu'il n'y ait pas un tel luxe dans le palais, à la cour de Catherine. Il exigeait plus de simplicité et de démocratie. Grande gaspilleuse, elle dépensait beaucoup, elle avait de grosses dettes et ne pouvait certainement pas renoncer à cela. Non, elle ne pouvait pas renoncer. En même temps, Diderot lui prenait de l'argent, beaucoup d'argent, ce qui était une sorte de paradoxe. Elle disait qu'il exprimait ses pensées sur le papier, tandis qu'elle pensait à l'échelle nationale
et ce sont deux choses différentes. Ainsi, parfois, elle dégageait des idées sur la monarchie en la présentant comme le meilleur moyen de gouverner la Russie, vu son vaste territoire. Les défenseurs de la monarchie s'appuieront par la suite sur ces réflexions. En fait, toutes ces pensées sont nées dans sa correspondance avec Diderot et avec Voltaire, qui vivaient dans un contexte complètement différent, et c'était exactement ce qu'il fallait, une pensée complètement différente et vive. Et je dois dire que dans le Nakaz, les instructions adressées par Sa Majesté l'impératrice de toutes les Russies, établies pour travailler à l'exécution d'un projet d'un nouveau code de loi, dont nous parlerons probablement plus tard, elle a également prêché l'idée que la Russie ne peut se transformer en paradis terrestre que par l'autocratie. Mais ici, l'autocratie signifiait d'abord une monarchie éclairée, très éclairée. On pourrait même dire hyper éclairée. Et ici, elle aurait dû être indéfiniment à la tête, ce qui, bien sûr, ne pouvait pas se produire. Le fait que ces lettres représentaient un intérêt pour les deux parties est donc certain. Le fait que c'était une sorte de publicité pour les deux côtés est également évident. Et bien sûr, une pincée de flatterie réciproque y était aussi certainement présente. Nous avons déjà rappelé sa citation d'une lettre à Voltaire, où elle lui assure que tout paysan russe peut manger du poulet quand il lui plaît. Et rappelons-nous également ce que Soumarokov a écrit sur des lettres de Catherine à Voltaire. Ces lettres à Voltaire sont préférées par tous les connaisseurs aux lettres d'un Parnassien. Le style de Catherine, pur, sobre et laconique, révèle une richesse de pensée et malgré quelques négligences stylistiques, dépeint la douceur, la sensibilité de l'âme et le génie impétueux. Victor, nous avons parlé de ses lettres, de ses mémoires, et qu'est-ce qu'il y a encore? Quel texte a-t-elle aussi laissé? Elle a laissé les textes les plus inattendus, notamment le texte d'un opéra. Elle a été l'initiatrice d'une grande action patriotique théâtrale, si on peut le dire, et ce qu'elle a créé est complètement moderne. Tout à fait. D'ailleurs, elle faisait tout à grande échelle. Elle a adoré le luxe dans tout. Elle a adoré le luxe et la grandeur. Elle a écrit plusieurs comédies, dont je citerai sa première, intitulée « Au temps », Ovriema. Quant à la littérature politique, son Nakaz est très important pour moi. Il est toujours d'actualité. On y réfléchit à haute voix à ce qu'un grand homme politique devrait faire. Mais c'est plutôt un document politique qu'un texte littéraire. Je dirais que c'est un document politique qui relève de la bonne littérature. C'est plutôt rare alors. Oui, c'est très rare. Et maintenant, souvenons-nous de Kliouchevski, comment il a réagi à cela. Commençons tout d'abord par le Nakaz où elle annonce en premier lieu à quelle partie du monde appartient la Russie. La Russie est une puissance européenne. La preuve est la suivante. Les changements que Pierre le Grand entreprit en Russie furent d'autant plus réussis que les coutumes qui existaient à cette époque, introduites chez nous par le mélange de différents peuples et les conquêtes de régions étrangères, ne correspondaient pas du tout au climat installé. Pierre le Grand, instaurant les mœurs et les coutumes européennes chez les peuples européens, constata alors de tels bénéfices auxquels il ne s'attendait même pas. Et là, rappelons-nous ce que disait Kliouchevski. Comment ce texte a été perçu à l'époque? Les députés ont écouté avec admiration la lecture du Nakaz dans la commission de 1767. Beaucoup ont pleuré, surtout à partir de l'article 520. Si l'intention de nos lois ne serait pas accomplie, ce serait un malheur que je ne veux pas voir de ma vie.
Jamais, semble-t-il, autant de joyeuses larmes politiques n'ont été versées en Russie, comme dans les premières années du règne de Catherine II. On a aussi promis de parler de ces comédies. Qu'est-ce que vous en pensez? Ces pièces, je n'en suis pas particulièrement admirateur. Je sens seulement qu'elle a en effet pris le chemin de la comédie de mœurs de Fonvizine et de Soumarokov. Autrement dit, elle était sous l'influence des écrivains qu'elle critiquait activement. Qu'elle effrayait et critiquait. Et apparemment, ils ont juste marché coude à coude dans leur époque. Elle avait un style intéressant, bien élaboré. Elle n'a pas écrit de pièces vénéneuses. Elle a écrit des pièces de théâtre, des comédies, qui avaient son propre esprit souriant. Qu'est-ce que cela veut dire? Autrement dit, elle écrit avec un sourire de critique, ou elle critique avec un sourire de compréhension, un sourire de sympathie. Et cette légère critique est assez typique chez elle. Bien que si nous prenons le début de Autant, là il y a une femme de chambre vicieuse qui s'exprime avec liberté à propos de sa maîtresse. Et nous voyons qu'il y a du venin dans ses paroles. Parlons un peu plus de la comédie Autant, car je suis sûre que, comme moi, de nombreux auditeurs ne la connaissaient pas avant. Rappelons-nous comment elle commence, ses épisodes les plus captivants, et pourquoi elle vous a intéressé malgré votre certain scepticisme. Je ne peux pas dire que je suis sceptique. Je peux dire que si ces notes, c'est de la littérature de haut vol, là, il s'agit d'une comédie de mœurs qui, bien sûr, est également associée à Molière. Mais dans notre cas, il est dilué de considérations locales. Il y a Mavra, cette même bonne qui, depuis le début, parle de sa maîtresse. La maîtresse apparaît dans toute sa gloire. Elle a encore besoin de marier sa petite fille et Mavra dit qui elle est. Et à mon avis, son histoire, ou l'histoire de Catherine la Grande dans la robe de Mavra, est plutôt curieuse. Elle se lève le matin à 6 heures et, suivant une ancienne coutume méritoire, descend du lit pieds nus. Une fois debout, elle allume la lampe à huile devant les icônes. Puis elle lit les prières du matin et un acatiste, puis elle gratte son chat, lui retire des puces et chante un vers. Béni soit celui qui a pitié des animaux. Tout en chantant, elle nous bénit aussi, avec une gifle au visage, avec une canne, ou bien avec ses jurons et insultes. Puis commencent les matines, au cours desquelles elle gronde le majordome, puis murmure des prières, puis envoie les démérités à la veille aux écuries pour qu'on les fouette avec des batogues, puis passe un encensoir au prêtre, puis gronde sa petite fille, se prosterne avec son chapelet, compte les prétendants pour qui sa petite fille se précipiterait sans dot. Novikov, dont nous avons déjà parlé aujourd'hui, a un avis très positif sur cette comédie, mais c'était apparemment avec qu'elle ne déchaîne pas sa colère contre lui. En fait, il considérait cette comédie comme visionnaire. Il la flattait du mieux qu'il pouvait, croyant qu'il avait commencé la comédie de mœurs russes, douce et non parlant, comme chez Fonvizine, qui sont un peu bizarres. Tout cela, bien sûr, était la base de la comédie de mœurs, ses débuts. Écoutons-le aussi, c'est assez curieux. Vous êtes la première à écrire une comédie exactement à notre manière. Vous êtes la première, avec tant d'habileté et d'acuité, à obliger à écouter les causticités de la satire avec agrément et plaisir. Vous êtes la première à attaquer les vices qui régnaient en Russie avec une si noble audace. Et vous êtes la première à mériter de grands éloges justes accordés à la présentation de votre comédie.
Et je tiens à rappeler à nos auditeurs que Catherine elle-même a également écrit pour le journal Всякое всячина, tout et n'importe quoi. Nous en avons parlé dans nos émissions sur Fonvizine et Radichev, et comme Novikov avait son propre journal, ils entraient parfois dans les polémiques assez dures. Mais revenons à son esprit humoristique souriant. Que voulait-elle dire par là? Oh, très probablement, elle transmettait le message qu'un tel genre satirique était nécessaire, voire indispensable, pour la stabilité de la monarchie. Elle le reconnaissait malgré le fait que la satire puisse être violente. Souvenons-nous d'un autre personnage de l'histoire de la Russie. Rappelons-nous Staline, qui a fait appel à Simonov pour lui demander de créer un journal littéraire. Et à la question de Simonov, mais de quel genre? Staline a répondu que ce journal devrait être oppositionnel. Eh bien, cela ressemble pratiquement à un verdict. Oui, et on peut dire que c'est un verdict. S'engager dans la satire sous le règne de Catherine paraissait probablement aussi comme un verdict. Mais en même temps, dans son imagination royale, elle voyait des images de satire qu'elle décrivit de manière assez convaincante. Écoutons ses idées sur l'idéal de la comédie. Si on n'écrit pas sur les faiblesses propres à l'homme, alors il n'y a pas besoin d'en écrire d'autres. Quand les faiblesses et les vices ne sont pas condamnés, alors la vertu ne peut pas être louée. Cette dernière, on la découvre à travers la connaissance des premiers. Mais si quelqu'un, dans mon livre, se reconnaît dans une image vicieuse ou défavorable, c'est parce qu'il s'y est lui-même exposé ou l'a accepté. Alors le bon sens lui dit de se corriger au lieu de se fâcher. Est-il exigé que les miroirs des pièces décorées soient brisés pour éviter qu'ils reflètent de vilains visages? Ne te fâche pas, mais corrige-toi, lecteur. Alors, quand tu seras en entente avec moi, je pourrai te divertir, et toi, par la correction de tes faiblesses, tu gagneras le même respect que le mien. En essayant de résumer l'émission d'aujourd'hui, je voudrais vous poser la question suivante. Nous avons bien sûr des clichés sur Catherine qui se sont répandus au fil des années. Sans aucun doute, c'est une femme dominatrice qui est arrivée au pouvoir à l'aide d'un coup d'État, qui avait un grand nombre de favoris. Allemande, elle a introduit le style vestimentaire russe dans la mode. Mais en fait, elle a commencé à le faire avec l'âge, lorsque sa silhouette a changé, et il s'est mise à porter des robes d'été qui cachaient certains défauts. Elle adorait les perles qui couvraient les rides de son cou, et les grandes boucles d'oreilles. Et en plus, c'était un geste tellement populiste de montrer qu'elle était très russe. Tout un tas de clichés et de stéréotypes, dont certains sont vrais et d'autres faux. Est-ce ainsi que Catherine apparaît dans ses notes, ses mémoires, ses pièces de théâtre? Pour être honnête, c'est certainement une image surréaliste. Le surréalisme est en quelque sorte une image fragmentaire. Il ne compose pas de récit cohérent. Parce qu'il y a la possibilité de tirer sur elle de différents côtés. On peut dire qu'elle s'est livrée à la débauche, c'était certainement le cas. On peut parler de sa politique impériale à courte vue, car c'est aux frontières de l'Empire russe qu'elle a soulevé la question à la fois des Polonais, des Caucasiens et des Juifs à cause du ghetto. Il aurait fallu certainement y réfléchir. Mais on peut également parler d'autre chose. Moi, je crois que le temps dicte certaines de ses propres lois. Et ceci dit, nous ne devrions pas attaquer Catherine depuis nos positions d'aujourd'hui. Autrement dit, ne la jugez pas à travers le prisme de réalité actuelle. Catherine constitue vraiment l'apogée de l'État russe de la période tsariste. Car elle a réussi à lancer le volant d'inertie, tandis que la culture fonctionnait aussi.
À propos, elle a ajouté 7 millions de personnes à la population de la Russie. En déplaçant les troupes militaires, alors qu'à cette époque, il n'était pas considéré comme honteux de faire bouger les lignes des frontières. Et tout cela, soit venait tout naturellement, soit était lié à l'effort de son incroyable génie. Je crois que, d'une part, elle était idéale, mais d'autre part, les vices humains dont elle écrit, lorsqu'elle explique la nécessité de les ridiculiser, sont si forts qu'ils sapent même les meilleures intentions. Personne ne peut atteindre la perfection humaine, certainement. Donc, ce qui paraît comme une plaisanterie ou une ruse innocente, ou juste de la sensualité de l'autre côté, peut ressembler à la débauche et à l'horreur. Le malheur qui lui est arrivé, son accident vasculaire cérébral qui l'a frappé dans les toilettes, sur le trône polonais. Mais ce sont des détails du quotidien. Oui, mais le fait est que Pouchkine en parle, et tout le monde en parle. Mais d'un autre côté, écoutez, cela ne nie pas le fait qu'elle a fait de Saint-Pétersbourg, du pays, de notre patrie, appelé la Russie, un État indépendant. Un pays ayant sa pensée indépendante et respirant librement. Que dire du fait que l'esprit russe n'est pas seulement entré dans son style vestimentaire, mais qu'elle est tombée amoureuse de la langue russe et qu'elle connaissait même certaines expressions anciennes. Et on dit qu'elle avait le sens de la langue. Oui, elle avait le sens de la langue russe, mais aussi de la langue française et de la langue allemande. Quand je dis surréaliste, cela ne veut pas dire que c'est mauvais. Cela veut dire qu'il y a quelque chose de Salvador Dali, des bras fins, des jambes fines, une montre sans aiguille. Cependant, c'est talentueux. Tu regardes et tu te dis « quel tableau !» Alors, dans le cas de Catherine, on peut dire aussi « quel magnifique tableau !» Une fois, en feuilletant des documents sur elle, je suis tombée sur son portrait et j'ai vu les yeux d'une femme vibrante et pleine de désir. Et c'était aussi son essence surréaliste.